Système, tu appelles ça, au-dessus de tout? Me voilà transformé en sceau impérial depuis 300 ans. Les premières décennies, j'ai passé mon temps à insulter le système, puis il s'est enfui. J'ai vu naître et sombrer les dynasties Liang, Zhou et Shen. Mandat du ciel, longue vie et prospérité, à quoi ça sert? Je ne suis même pas un être humain. Lors de l'incendie du palais, maudit des Liang m'a jeté par-dessus les murs. Refusant que je devienne le sceau d'un royaume mourant, il m'a offert au fondateur des Zhou. Puis le fils d'un puissant ministre m'a pris pour établir les Shen. Mon destin est de passer de main en main, de homme en homme. À la fin des Shen, j'ai coulé au fond du fleuve avec Maudit, enfoui dans la vase pendant 30 ans. Un pêcheur m'a repêché, mais sa femme, ignorante, s'est servie de moi comme pierre à battre le linge. Pendant 5 ans, symbole suprême du pouvoir, je suis devenu la risée des villageoises. Puis un officier des Xia m'a délivré. Malheureusement, l'empereur fondateur était un rustre illettré. Il m'a serré contre lui en dormant, et sa bave a coulé sur moi. Quelle humiliation! Son successeur maudit n'était qu'un incapable cupide et stupide. Quand l'armée des Han a attaqué, il s'est enfui par un tunnel en m'emmenant. Pour se sauver, il m'a abandonné. Et me voilà, rejeté de nouveau, dans ce tunnel sombre et humide. Le temps a perdu son sens. J'ai même fini par regretter mes jours comme pierre à laver, au moins c'était animé. Je ne sais combien de temps a passé. Un rail de lumière est entré. Une silhouette menue a roulé jusqu'à moi. Sale comme de la boue, il fouillait comme un chien errant, dévorant rapidement quelques biscuits moisis. Après avoir mangé, il a commencé à tâtonner autour de lui. Ses doigts noirs ont touché ma surface. Il m'a déterré de la terre. Avec la manche déchirée de sa robe, il m'a frotté avec force. C'était le premier contact, en 300 ans, dénué de convoitise, juste un peu de curiosité. Ne me nettoie pas avec ce truc sale, une pensée m'a échappé, incontrôlée. Mais la jeune mendiante s'est figée net. Paniquée, elle a regardé autour d'elle, cherchant qui avait parlé. J'ai essayé de lui transmettre une autre pensée. Tu m'entends? La fille a hurlé de peur, un fantôme, et m'a jeté par terre. Depuis 300 ans, cette petite mendiante est la seule à entendre ma voix. Serait-ce un décret du ciel? Recroquevillée dans un coin, elle a fini par demander, à voix basse, c'est toi qui parles? Pierre. J'ai concentré mon esprit pour lui envoyer une pensée affirmative. Elle n'a pas crié. Dans ses yeux effrayés, la curiosité a grandi. Elle s'est rapprochée lentement, m'a tapoté avec précaution. Puis elle m'a repris dans ses mains. Qu'est-ce que tu es, au juste? Je suis une pierre qui a vécu très longtemps. Elle a hoché la tête sans vraiment comprendre, puis a recommencé à essuyer la boue sur moi. Ensuite, elle a posé la question la plus pratique. Tu parles, alors tu dois valoir cher? Me posséder, c'est posséder tout l'Empire. La respiration de la fille s'est arrêtée. Puis elle a demandé, des galettes de millet? Combien de galettes tu peux rapporter? Cette question m'a de nouveau réduit au silence. Pour elle, l'Empire équivalait à une infinité de galettes. Une idée absurde a germé pour la première fois, j'en ai assez. J'en ai assez d'être un jouet entre les mains des héros et des ambitieux, de voir des imbéciles s'asseoir tour à tour sur ce trône. Peu d'entre eux ont vraiment fait quoi que ce soit pour la vie. Quand la main de la fille a de nouveau touché la mienne, c'était comme si, traversant les millénaires, ce contact m'était destiné. J'ai eu une vision fugace d'une ville moderne, où son visage flou apparaissait. Alors, d'une pensée pleine de séduction, je lui ai dit. Si tu m'écoutes, tout l'empire des galettes de millet sera à toi, à volonté. Les yeux de la fille se sont illuminés d'un coup, comme 2 braises allumées dans la nuit. Je t'emmène. Je ne t'abandonnerai jamais. À partir de ce jour, elle m'a appelé, Pierre. Elle s'est donné le nom de, Agen. Je lui ai demandé pourquoi ce caractère. Elle a répondu, perdu, je ne sais pas, j'ai juste l'impression qu'il est chaud. Comme si, il y a très longtemps, quelqu'un m'avait appelé ainsi. Notre première leçon, à Agen et moi, fut de survivre dans la capitale. Pillage, meurtre, violence devenaient monnaie courante. Une mendiante pouvait mourir à tout moment. Je savais qu'elle retournait dans le tunnel. Grâce à ma mémoire, je lui ai fait creuser une issue. Quand nous sommes sortis du tunnel, respirant l'erreur des murs, Agen s'est effondré par terre. Nous avons enfin fui cette ville de mort. Je lui ai demandé de me sortir au soleil. En regardant cette fille qui riait comme une idiote, j'ai ressenti pour la première fois un avenir. Pierre, où allons-nous? Je lui ai dit d'aller vers le sud. La guerre au nord ne ferait qu'empirer. Nous avions besoin d'un endroit pour rassembler des forces. Agen ne comprenait pas, rassembler des forces. Elle savait seulement que m'écouter lui donnait à manger. Elle m'a porté sur son dos, commençant une longue marche. Les difficultés du voyage dépassaient l'imagination. Pour la première fois, j'ai vraiment ressenti ce qu'était le monde des hommes. Des cadavres partout, des parents échangeant leurs enfants pour les manger. Plusieurs fois, Agen a été battue à moitié morte pour avoir volé des patates douces. Une fois, elle a eu une forte fièvre et est restée inconsciente 2 jours et 2 nuits. Pierre, j'ai mal, murmurait-elle entre 2 sommeils. Je lui ai transmis une pensée. Souviens-toi de cette douleur, pour que plus jamais personne ne te frappe ainsi. Je pouvais connaître son besoin de survivre, mais je ne pouvais lui donner ni un grain de riz ni un médicament. Quand elle s'est réveillée comme par miracle, j'ai ressenti pour la première fois un soulagement. Tu ne peux plus rester une simple mendiante. Il faut apprendre à observer, à réfléchir et à tirer parti des choses. J'ai commencé à lui apprendre à lire, à compter, l'histoire. Avec une branche, sur la terre humide. J'écrivais les caractères et les histoires que j'avais vues d'innombrables fois. Elle apprenait vite, comme une éponge sèche, absorbant tout frénétiquement.
Dans ses yeux, la cendre morte laissait place à des étincelles, qui brillaient un peu plus chaque jour. 3 mois plus tard, nous arrivâmes à la petite ville de Wansheng, dans le Jiangnan. C'était une place prospère, grouillante de marchands. Je décidai que nous nous arrêterions ici. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la mendiante à jeun. Je lui fis changer son nom en Nianjin. Elle répéta ce prénom, ses yeux scintillant d'une lueur étrange. Nous étions sans le sou. La première étape était d'avoir du capital. Je l'envoyai au plus grand casino de la ville. Pierre, comment parier sans argent? La voix de Nianjin tremblait légèrement. Je lui dis que je n'avais pas de cerveau. Les manigances autour des tables de jeu n'étaient qu'un jeu d'enfant pour moi. Je fis placer Nianjin près de la table de dés. Écoute attentivement le bruit des dés qui roulent, ces infimes chocs et points de chute. Je les ai entendus des millions de fois. Je prédis avec exactitude les 10 tours suivants, sans la moindre erreur. Son regard sur moi était rempli de révérence. Je l'envoyai trouver le gros marchand Qian Hansan, qui, devant la table de jeu, s'apprêtait à se trancher un doigt. C'était notre cible. Nianjin suivit mes instructions, je peux t'aider à gagner. Dégage. D'où sort cette petite mendiante? Dégage. Elle ignora les insultes, mais murmura juste avant qu'il ne mise, ce coup-ci, c'est grand. Le cornet à délever, ce fut effectivement grand. Qian Hansan s'immobilisa. Elle attrapa une poignée de pièces d'argent et les jeta. Encore grand. Encore grand. Cette fois, tout le casino se tut. Le regard de Qian Hansan sur Nianjin changea. Il s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage. Qui es-tu vraiment? Nianjin, imitant mon ton, dit, je peux t'aider à regagner 5000 taels, mais je veux 30% des gains. Qian Hansan accepta en serrant les dents. Ce soir-là, grâce à mes oreilles et à la bouche de Nianjin, Qian Hansan écrasa tout le casino. Non seulement il récupéra sa mise, mais il gagna 3000 taels supplémentaires. En sortant du casino, le regard de Qian Hansan sur Nianjin était passé de la révérence à la peur. Nous reçûmes nos 2400 taels d'argent. La voix de Nianjin tremblait d'excitation. Mais je la prévins, l'argent est la chose la plus inutile et la plus utile au monde. Tout dépend comment on l'utilise. Avec notre premier capital, nous achetâmes une petite maison à Wansheng. Nous meublâmes le tout. Nianjin eut enfin une vie stable, mais elle ne se relâcha pas. Le jour, elle apprenait à lire et à écrire avec moi, la nuit, elle fréquentait les lieux de toutes sortes, écoutant, observant, mémorisant. Un lettré pauvre nommé Pei Wen fit son apparition et changea notre vie. Il n'avait pas de quoi payer l'addition. Et en plus, il soutenait avec insolence que les livres de l'aubergiste contenaient des erreurs. Il fut battu. Pauvre intello qui ne fait que lire sans réfléchir. Tu oses dire que Maître Wang s'est trompé dans ses annotations? Pei Wen, le cou raide, répliquait que les annotations de Wang Anshi avaient négligé le mot « noble ». Avec cette phrase, Maître Wang désignait le souverain, sans parler de guerre ni de châtiment. Si les lois de l'État sont corrompues, comment un seul souverain peut-il apaiser le cœur du peuple? Mon cœur tressaillit. C'est un talent. Je fis immédiatement sauver Pei Wen par Nianjin. Elle paya pour lui et le ramena à la maison pour soigner ses blessures. Pei Wen était plein de gratitude et de méfiance. Il ne comprenait pas pourquoi cette petite fille l'aidait. Nianjin, suivant mes ordres, se présenta comme marchande et lui proposa d'être son précepteur pour apprendre à lire. Pei Wen était plein de doutes, son regard scrutateur. Mademoiselle est une commerçante. Pourquoi voulez-vous lire ces livres sur la gouverne du monde? Un commerçant ne peut-il avoir le monde en son cœur? Cette phrase figea Pei Wen. Il regarda profondément Nianjin et finit par accepter de rester. Avec Pei Wen, les études de Nianjin progressèrent rapidement. Et grâce à lui, je compris mieux la situation du royaume. Le royaume était en chaos, le palais n'existait plus que de nom. Au nord, le roi de la pacification du nord, Cao Meng, et au sud, le roi de la pacification du sud, Dong Zhuoran, s'appuyaient sur leurs armées. Wansheng se trouvait dans une zone tampon. Je réalisai que c'était une occasion parfaite pour nous. Je fis utiliser par Nianjin les affaires de Qian Hansan pour tisser discrètement notre propre réseau de renseignements. Les commis qui parcouraient le pays devinrent nos meilleurs yeux et oreilles. Notre étrangeté attira l'attention de Qian Hansan. Ce gros marchand était bien plus rusé qu'il n'y paraissait. Il ne comprenait pas comment une petite mendiante était devenue du jour au lendemain une déesse du jeu. Il envoya des gens nous surveiller en secret. Finalement, il découvrit que Nianjin parlait toute seule à une pierre chaque soir. Une nuit, Qian Hansan força l'entrée de notre maison avec ses domestiques, un sourire faux, Mademoiselle Nianjin. Je viens emprunter quelque chose. Le visage de Nianjin blêmit, elle me protégea instinctivement. Pei Wen se plaça devant elle, patron Qian, que voulez-vous dire? Empruntez cette pierre qui parle, dans ta main. Pei Wen, l'entendant, fut terrifié. Nianjin, glacé par cette crise soudaine, tremblait de peur. Calmement, je lui donnai des instructions dans son esprit. Pleure d'abord, putain. Avance 1000, prends-le-moi. Alors que les domestiques agissaient, je fis cesser les pleurs de Nianjin et lui fis lever la tête. Un sourire étrange se fendit. J'imitai la voix d'un vieil eunuque, par la bouche de Nianjin. Je dévoilai les actes secrets de Qian Hansan. Qian Hansan, il y a 3 ans. Autrefois le Zhang Wu de la famille Zhang Ming. C'est toi qui l'as fait tuer, n'est-ce pas? Tu mens. Le sourire sur le visage de Qian Hansan se figea instantanément. Mensonge. Alors les 3 marques de bâton sur sa nuque. La fosse commune où il est enterré. Dois-je envoyer quelqu'un déterré pour te les montrer? Les immortels, grâce. Les immortels, grâce. Vendre de la soie de mauvaise qualité à l'armée, substituer du médiocre au bon. Pei Wen, à côté,
était complètement abasourdi. Il regardait Nianjin à ses côtés, ne pouvant qu'y voir une possession par les esprits. Qian Hansan, connais-tu tes crimes? J'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Ta vie et tes biens sont désormais miens. Si tu oses avoir une arrière-pensée, tu en subiras les conséquences. Je n'oserai pas. Après que Qian Hansan se soit enfui en roulant et rampant, il ne restait dans la cour que Pei Wen, pétrifié comme une pierre. Il regardait Nianjin. Sa vision du monde s'effondrait encore. Mademoiselle, cette personne investie du destin divin. Suivez mademoiselle. C'est peut-être la seule issue. Il prêta serment d'allégeance une fois de plus. Cet érudit, avec sa propre logique, attribua ce qu'il ne pouvait comprendre au destin divin. La crise passée, nous trois, ou plutôt. La relation momentanée entre les deux personnes subit un profond changement. Une couche de crainte s'ajouta à la confiance. Je réalisai que nous avions besoin d'une force capable de manier le couteau et de tuer. Qian Hansan, d'une avidité innée. Nous trahirait à coup sûr. Le réseau de renseignements surveillait déjà. Je trouvai un nom. Cui Fan, ancien instructeur de la garde impériale, d'une grande habileté martiale. Ayant offensé ses supérieurs, il avait échoué à Wansheng. Il serait notre couteau. Le lendemain, Nianjin et Pei Wen trouvèrent Cui Fan, noyant son chagrin dans l'alcool au bastion des 100 combats, lieu de rencontre des gens de tout poil. Il avait une cicatrice sur le visage. Son regard était celui d'un loup solitaire. Pei Wen le salua, je salue le sieur Cui. Cette fois, je demande. D'où venez-vous? Une mendiante vient s'amuser chez moi. Nianjin ne se fâcha pas. Suivant mes instructions, il révéla d'un mot la fausse accusation qui avait frappé Cui Fan 3 ans plus tôt. Les pupilles de Cui Fan se contractèrent violemment. Il se leva brusquement, fixant Nianjin intensément. De qui êtes-vous vraiment les gens? Nianjin, soutenant son regard, déclara qu'il ne voulait que survivre dans ce monde troublé. Toi qui as tant de talent, tu noies ton chagrin ici dans l'alcool. N'est-ce pas dommage? Je ne veux plus être le chien de ces ambitieux. Nous voulons que tu sois général. Les soldats que tu entraîneras seront pour protéger le peuple de Wansheng. Je sortis directement un billet de banque de 5000 taels. C'est la notre sincérité. Ce que nous voulons, ce sont de vrais guerriers. La respiration de Cui Fan devint lourde. Ce qui lui manquait n'était pas l'argent, mais le respect, une opportunité. Cette vie, désormais, je la remets à mademoiselle. Avec Cui Fan comme épée. Et Pei Wen comme bouclier, nous nous développâmes rapidement à Wansheng. Cui Fan, dans un camp militaire abandonné hors de la ville, recruta 500 vagabonds et soldats démobilisés, et commença un entraînement rigoureux. Je lui transmis, par l'intermédiaire de Nianjin, les méthodes d'entraînement. Et les formations des troupes d'élite de toutes les époques, stockées dans ma mémoire. Cui Fan me considéra littéralement comme un manuel militaire offert par le ciel. Ce sont là des stratégies divines. Mademoiselle est réellement la réincarnation du dieu de la guerre. Pei Wen, quant à lui, sous mes conseils, entama une réforme de l'économie de Wansheng. Il utilisa les routes commerciales pour faire venir des céréales à prix modéré, ouvrit des soupes populaires, et secourut les sinistrés. Ces actions accrurent la popularité de Nianjin parmi le peuple, qui la surnomma la Bodhisattva vivante. Merci, seigneur de la ville. Merci, Bodhisattva vivante. Merci, seigneur de la ville. Merci, Bodhisattva vivante. Avec l'aide de Pei Wen, Nianjin réalisa que pour s'implanter, il fallait contrôler Wansheng. L'obstacle principal était le magistrat du comté, allié à la famille Wang, la noblesse locale. La famille Wang contrôlait 80% du commerce des céréales en ville. J'élaborais pour Nianjin une stratégie de guerre économique. Utiliser les routes commerciales pour importer des céréales à prix modéré d'autres régions. Pour briser le monopole des Wang, la famille Wang envoya des voyous en représailles. Les nouvelles troupes entraînées par Cui Fan écrasèrent les voyous avec une main de fer. Nianjin en profita pour établir la garde de la compagnie marchande de Wansheng, se dotant ainsi d'une force armée. Le magistrat du comté intervint pour réprimer. Je fis en sorte que Pei Wen utilise les preuves déjà rassemblées pour dénoncer les détournements de fonds militaires par le magistrat. Pei Wen fit campagne parmi les lettrés de la ville, provoquant l'opinion publique. Le magistrat tomba en disgrâce. Le soutien populaire commença à basculer en faveur de Nianjin. Acculé, la famille Wang envoya des tueurs pour assassiner Nianjin. La tentative d'assassinat fut déjouée par Cui Fan, mais le sacrifice d'un garde loyal affecta profondément Nianjin. C'était sa première confrontation directe avec la mort. Il vomit à en déchirer ses entrailles, hanté par des cauchemars chaque nuit. C'est lui, c'est moi qui l'ai tué. Non, ma volonté était froide comme la glace. C'est la faiblesse qui l'a tué. Ta faiblesse est leur couteau. J'utilisais des faits historiques et un soutien psychologique pour l'aider à surmonter cette épreuve. La clémence féminine n'apporte pas la paix. Nianjin a changé. Il a tendu un piège. Il a capturé d'un seul coup tous les membres clés de la famille Wang et ordonné leur exécution. Il a vu ses ennemis être mis à mort de ses propres yeux. Son cœur n'avait plus aucun fardeau. Il a confisqué les biens de la famille Wang, remplissant le trésor et les greniers. Après avoir pris le contrôle de la ville de Wan, Nianjin a dit instinctivement à Pei Wen, c'est fait. Pei Wen ne comprit pas. Lui-même en resta figé. Moi, je fus frappé comme par la foudre. Cette phrase moderne et familière fit naître en moi le premier doute sur son identité. Nianjin installa un nouveau magistrat fantoche. Dès lors, Wan devint véritablement sa base arrière solide. Je commençai à transmettre à Pei Wen par l'intermédiaire de Nianjin
certaines idées dépassant leur époque. Maître, selon vous, qui l'emportera entre Cao Meng et Dong Xuoran? Maître, si l'on appliquait aujourd'hui dans le Jiangnan la politique des colonies agricoles de la dynastie précédente, serait-ce réalisable? Pei Wen s'aperçut peu à peu que les questions de Nianjin devenaient de plus en plus acérées. Par l'intermédiaire de Nianjin, je soumis à Pei Wen la théorie de « nourrir la guerre par le commerce, promouvoir le commerce par la guerre ». Cela lui était totalement inconnu. Je l'éclairai, pour analyser les forces et faiblesses des seigneurs de la guerre, il faut considérer le soutien du peuple, les impôts et les vivres. Tout cela provient de mon expérience personnelle accumulée sur 300 ans. J'ai vu d'innombrables façons d'accumuler des richesses par le commerce, et j'ai vu comment de grands royaumes se sont effondrés à cause de la politique du sel et du fer. Le regard que Pei Wen portait sur Nianjin changea radicalement. Il ne le considérait plus comme une simple fille de marchand, mais comme un être démoniaque insondable. Une nuit, tard, Pei Wen n'y tint plus et alla trouver Nianjin pour l'interroger. « Mademoiselle, vous n'êtes assurément pas une mortelle. Qui êtes-vous vraiment ?» Le cœur de Nianjin remonta dans sa gorge. Il me lança un regard implorant. « Pierre, que faire ?»« N'aie pas peur. » Je fis répéter à Nianjin, « Peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que ce que je veux faire et ce que vous voulez faire, maître, reste identique. Je veux, dans ce monde chaotique, pour tous les habitants de l'Empire, obtenir la paix. » Le corps de Pei Wen trembla violemment. Longtemps après, il souleva soudain son habit et s'agenouilla devant Nianjin sans se relever. Wen est prêt à servir mademoiselle comme un chien et un cheval, sans jamais le regretter, jusqu'à la mort. Nous accumulâmes des forces, mais le temps n'était pas de notre côté. Cette proie grasse qu'était Wan finit par attirer les convoitises de deux loups féroces. Cao Meng, au nord, et Dong Xuoran, au sud, bavèrent tous deux sur Wan. Le premier à agir fut Dong Xuoran. Il n'envoya pas directement ses troupes, mais un émissaire nommé Zhao Ji. Délai de 3 jours, 500 000 sacs de grains, 300 000 taels d'argent. En ces temps troublés, le point fait la loi. Les 100 000 soldats de Dong Xuoran étaient la plus grande raison. Si vous donnez, vous êtes des citoyens. Si vous ne donnez pas, vous êtes des bandits. Comportement de brigands. Les négociations étaient dans l'impasse. Au moment crucial, Nianjin sortit de derrière le paravent. Vêtu d'une robe blanche simple, telle une fille ordinaire du voisinage, il se prépara à affronter la situation en personne. Nianjin déclina son identité avec dignité et refusa catégoriquement l'extorsion de Dong Xuoran. Nous ne pouvons absolument pas payer. Face au mépris et aux menaces de Zhao Ji, Nianjin changea soudain de sujet. La vision du roi Dong est bien trop courte. Cette phrase réussit à éveiller la curiosité de son interlocuteur. Nianjin s'avança vers la carte. Il désigna avec précision le problème logistique de l'expédition vers le nord de Dong Xuoran. Il souligna ensuite 3 points qui ne figuraient pas sur les anciennes routes abandonnées de la carte, et proposa un plan audacieux pour attaquer par surprise l'entrepôt de ravitaillement à l'arrière de Cao Meng. Ces informations provenaient de ma mémoire militaire, accumulée sur 300 ans, en particulier de la carte la plus détaillée du palais impérial. Le mépris sur le visage de Zhao Ji disparut complètement. Nianjin pointa en outre la faiblesse de la paranoïa de Cao Meng, et lui tendit un livret contenant les informations détaillées sur les généraux sous les ordres de Cao Meng. Les renseignements du livret étaient d'une précision effrayante, allant jusqu'à consigner les dissensions entre le féroce général Zhang Wei et Cao Meng. Ce n'était plus du renseignement. C'était une stratégie de destruction psychologique. Zhao Ji, en les lisant, transpira d'effroi et fut totalement conquis par les méthodes de Nianjin. Il eut l'impression qu'il n'était pas un humain, mais un être démoniaque capable de scruter l'avenir. Nianjin proposa d'offrir cette carte et ce registre en remplacement des montagnes d'or et d'argent, comme modeste présent de la ville de Wan. Un petit cadeau, témoignage de notre respect. Veuillez, Votre Altesse, accorder votre protection à Wan. Mademoiselle, vous êtes d'un grand talent. Je dois immédiatement retourner faire mon rapport au prince. Après le départ de Zhao Ji, Pei Wen exprima immédiatement son inquiétude. Mademoiselle, c'est nourrir un tigre qui se retournera contre nous. Quand Dong Xuoran aura vaincu les rebelles, il viendra sûrement nous engloutir. La faiblesse est un péché originel. Plutôt que d'attendre passivement notre perte, mieux vaut tenter le tout pour le tout, en jouant sur la cupidité de Dong Xuoran et l'arrogance des rebelles. Dès que ces deux seigneurs de la guerre s'affronteront, nous pourrons souffler. Alors, serons-nous dragons ou serpents? Cela dépendra de notre destin. Puisqu'il n'y a plus de retraite, alors, traçons-nous un chemin sanglant. Cette nuit-là, Nianjin ne dormit pas tranquille. Il me plaça à son chevet et me demanda à voix basse, pouvons-nous vraiment gagner, Pierre? J'ai si peur. Jouons tout sur cette partie. Sa peur me gagna, me rappelant l'audace d'un empereur des Liang à la veille de fonder son royaume. Je ne répondis pas sur la possibilité de la victoire, mais je lui insufflai une pensée d'une fermeté absolue, n'attends pas le destin, mais crée-le. Son corps frémit légèrement, il me colla contre son front. La sensation glaciale lui donna une force infinie. Sa dernière faiblesse fut écrasée. Je sus qu'une tempête allait engloutir le monde, et que nous en étions l'origine. 3 jours plus tard, Dong Xuoran envoya une centaine d'hommes. Leur meneur n'était pas un général, mais une femme nommée Wei Yao. Elle était la gardienne des émissaires brodés sous Dong Xuoran, sa lame la plus tranchante. Officiellement venue pour aider, c'était en réalité une épine empoisonnée placée à nos côtés. Wei Yao, à l'air froid et perçant, avait des yeux comme un puits ancien sans fond.
Dès notre première rencontre, elle mit Nianjin sous une pression immense. Suivant mes instructions, Nianjin se montra innocent et timide, attribuant tout le mérite à un ancien livre qui n'existait pas. Les jours suivants, Wei Yao vint souvent discuter avec Nianjin. On dit que mademoiselle a ébloui tout le monde au casino. Quel ancien livre décrirait un tel art divin? Les sujets tournaient autour de la poésie et des chants, mais chaque question cachait une pointe acérée. Elle mentionna l'incident du casino comme par hasard, pour sonder Nianjin. Ce n'était que des enfantillages. Vous me faites honneur, Sir Wei. Mais Nianjin répondit sans la moindre faille. Wei Yao cessa de questionner. Mais son regard me dit qu'elle ne croyait pas un mot. Cette femme était plus coriace que je ne l'imaginais. Pendant ce temps, la guerre éclata au nord. Dong Xiuran adopta notre stratégie, lançant une attaque surprise sur Shankan. Le général Zhang Wei ouvrit les portes et se rendit. Les rebelles, trop tard pour contre-attaquer, subirent une grande défaite aux côtés de Wei Yao. Dong Xiuran remporta une victoire éclatante, sa renommée sans égale. Tout cela était dans nos prévisions. Mais la nouvelle inquiéta Pei Wen, mademoiselle. La prochaine étape de Dong Xiuran sera sûrement de s'en prendre à nous. Nianjin, calme, nous compara à un lapin près d'un tigre féroce. Le tigre a gagné, il reviendra forcément pour dévorer le lapin. Face à l'anxiété de Pei Wen, Nianjin articula chaque mot. Le lapin ne veut pas être mangé par le tigre, à moins qu'il ne puisse, en une nuit, devenir tigre lui-même. Je demandai à Cuifan de se préparer. Les 500 gardes de la ville de Wan s'étaient déjà métamorphosés. Mais il leur manquait une chose, le sang. À ce moment, 1 millier de soldats rebelles en déroute errèrent près de Wan, ce qui nous offrit une occasion d'entraînement. Mademoiselle, je demande à combattre, dit Pei Wen. Mais il s'opposa, au nom de ne pas révéler notre force. Et de la manière de rendre des comptes à Wei Yao, révéler notre force maintenant. Avec Wei Yao à nos côtés, pourrait être dangereux, mademoiselle. Sur ses propres terres. Protéger son peuple était naturel. Elle établit pour la première fois une conscience territoriale. Elle ordonna à Cuifan d'employer la tactique des encerclés pour attaquer les renforts. D'abord, laisser les pillards assiégés le village de Li, que nous avions déjà fortifié. Après 2 jours de siège, les pillards, épuisés et affamés, virent les 500 gardes de Wan, menés par Cuifan, surgir comme des spectres derrière eux, lançant une attaque surprise. Ce fut un massacre. Les gardes de Wan, formés en formation des 3 pouvoirs, déchirèrent facilement les lignes ennemies. Avec moins de 50 pertes, ils tuèrent plus de la moitié des pillards. Cette bataille ébranla Wan. Les habitants accueillirent spontanément l'armée victorieuse. Nous avions non seulement une armée, mais aussi le soutien du peuple. Wei Yao, depuis une maison de thé, observa tout. Sur son visage habituellement de glace apparut pour la première fois une expression grave. Elle envoya immédiatement le rapport de bataille à Dong Xiuran. 3 jours plus tard, une lettre de sa main arriva, nommant Nianjin seigneur de Wan, et l'enjoignant de se rendre rapidement à Jiangsu pour rapporter les affaires militaires. Pei Wen et Cuifan comprirent tous deux que c'était un arrêt de mort. Mademoiselle, vous ne pouvez pas y aller. Vous y mourrez à coup sûr. Cuifan alla jusqu'à dire qu'il fallait se battre contre Dong Xiuran. Nianjun refusa calmement la cassette et me demanda la vérité. Je lui dis que c'était précisément notre unique chance de nous libérer du contrôle. Je lui assurai qu'en m'écoutant, il reviendrait sain et sauf. Cette promesse lui redonna une immense confiance. Nianjun prit la décision irrévocable de se rendre à Jiangsu, non seulement pour y aller, mais aussi pour que Dong Xiuran le raccompagne en personne. Dans la calèche menant à Jiangsu, j'analysais pour Nianjun les faiblesses de Dong Xiuran, naturellement méfiant et extrêmement orgueilleux, et établi pour lui un plan minutieux. Il veut te voler ton destin céleste, donc. Ce voyage est au contraire notre opportunité de nous défaire de lui. Parallèlement, grâce à mon réseau de renseignements, j'avais soudoyé un général de l'armée de Dong Xiuran, l'issue, pour qu'il serve d'agent secret. Dans l'attente du chef du camp de Jiangsu, Dong Xiuran siégeait en position élevée, le regard tranchant comme une lame. Nianjun, suivant la posture que nous avions répétée, s'agenouilla en tremblant, montrant sa faiblesse à l'ennemi. Dong Xiuran ne cessa de sonder Nianjun avec diverses difficultés militaires. Sous mes directives, Nianjun répondit avec aisance, ce qui renforça encore sa conviction dans le destin céleste. Dong Xiuran ricana, ne croyant pas au dire des livres anciens, et éleva soudain la voix. Qui est-ce, en réalité? Nianjun, prosterné au sol, haletait, la voix étranglée. Suivant le plan, il avoua, moi, je ne suis qu'une. Je n'entends qu'une voix, la voix d'une pierre. En tremblant, il sortit la boîte en bois qui me contenait, disant que toutes les stratégies étaient ce qu'elle lui avait révélé. Il révéla tous les secrets. Impudent. Osez te jouer du prince avec un vulgaire caillou. Si votre Altesse ne me croit pas, qu'elle essaie elle-même, il suffit. Il suffit d'avoir le cœur sincère, et il répondra. Dong Xiuran, hésitant, ordonna à Wei Yao de prendre la boîte. Lorsqu'il l'ouvrit et me vit, il resta figé, respirant lourdement, et lut en tremblant les caractères sur moi. Reçu le mandat du ciel, que la longévité soit éternelle, sceau de transmission. Le sceau impérial. L'expression sur son visage passa du choc à la joie extatique, puis à la convoitise, changeant sans cesse. Nianjun, à côté, d'une voix pleine de larmes, confirma sa supposition, disant ne pas savoir ce que c'était. Ah. Tu ne sais pas ce que c'est? Je supplie votre Altesse de m'épargner. Ainsi,
Toutes les incohérences devenaient logiques. Une fille capable de communiquer avec le sceau impérial. N'était-ce pas la marque du destin céleste? Le regard de Dong Xuran envers Nian Jun changea complètement. Le sceau s'est manifesté, dis-moi, moi, Dong Xuran, pourrais-je régner sur l'Empire? Bien sûr, je ne lui répondis pas, provoquant sa grande déception. Pourquoi ne parle-t-il pas? Il dit que seuls ceux qui ont le cœur sincère peuvent entendre sa voix. Dong Xuran comprit soudain, ce n'était pas qu'il manquait de sincérité, mais le sceau ne reconnaissait que cette fille. Un plan parfait se forma dans son esprit. Moi, le prince, aujourd'hui. Je t'adopte comme ma fille, et te confère le titre de princesse du destin céleste. Il voulait la garder prisonnière près de lui. Pour en faire son artefact personnel. Tout cela était exactement ce que j'avais prévu. Nian Jun fit mine d'être honoré. Et débordant de gratitude. Le spectacle ne faisait que commencer. Lors du banquet, ma fille, que penses-tu que nous devrions faire face au Shu de l'Ouest, à Liuzhang? Nian Jun ferma les yeux pour écouter, puis prononça la réponse que j'avais déjà préparée. Différer l'expédition vers le nord, conquérir d'abord le Shu central, pour accomplir la destinée impériale. Les yeux de Dong Xuran s'illuminèrent. Et les généraux sous sa tente affichèrent un air avide, leur regard envers Nian Jun passant de la curiosité à la crainte respectueuse. Pendant 3 jours consécutifs, je déversai sans réserve les quintessences du gouvernement des dynasties passées par la bouche de Nian Jun. Les offrant à Dong Xuran, qui s'enivra complètement. Sa méfiance envers Nian Jun tomba au plus bas, il le considérait comme un simple porte-voix sans pensée propre. Et c'est ce moment que j'attendais. La 4e nuit. Dong Xuran congédia ses gardes et convoqua Nian Jun en privé, posant la question la plus importante. Moi, Dong Xuran, ai-je ou non la destinée d'être fils du ciel? Nian Jun ferma les yeux, écouta longuement. Et en les rouvrant, son regard devint vide, et tu possèdes la dignité suprême. Mais les massacres étaient lourds, la volonté céleste perdue. Je les ai énumérés un par un, ces exécutions de captifs. Le pillage des tombes impériales, ces actes les plus obscurs, l'ont fait s'effondrer au sol, le visage livide. Brisant complètement ses défenses psychologiques, sous ses supplications, j'ai donné le moyen d'effacer ses péchés. À ce moment, va seul à la terrasse d'observation des astres, attends que le feu céleste brûle la porte du cœur. Je l'ai particulièrement averti. C'est un secret céleste, ne le divulgue pas, tu dois y aller seul. Sinon, la destinée céleste sera rompue. Dong Xuran y croyait fermement. Dong Xuran ignorait. Ce qui l'attendait n'était pas le feu céleste, mais Cuifan menant 100 soldats d'élite, leurs lames luisant comme des couteaux. Ils étaient déjà embusqués à la terrasse. La nuit était sombre et venteuse. Dong Xuran vint bien seul. Il s'éclipsa furtivement du camp, le cœur empli de rêves de monter sur le trône. Lorsqu'il fut sur la terrasse, des dizaines d'arbalètes gelées décochèrent leurs traits des ténèbres. Dong Xuran, sans même pousser un cri, fut transpercé en une dépouille. Jusqu'à la mort, ses yeux portaient l'incrédulité. Au même moment, dans le camp de Jiangsu, le prince mourut subitement, l'armée de Cao attaqua. Suivez-moi pour évacuer. Nian Jun, le visage ruisselant de larmes, trouva Wei Yao et Zhao Ji. Ne t'arrête pas. L'armée de Cao s'enfuit d'elle-même. Sauve-le vite. Il criait, ajoutant encore de l'huile sur le feu du chaos. Juste après, Cuifan, menant son escorte, transportant le corps de Dong Xuran, apparut à l'entrée du camp. Le prince est assassiné. Soutenez la princesse. Vengez le prince. Les rumeurs. L'espion, le cadavre, ces 3 fondations détruisirent complètement la volonté de l'armée de Pingnan. Finalement, sous l'analyse opportune de Zhao Ji, les 100 000 soldats de l'armée de Pingnan prêtèrent allégeance à la princesse Nian Jun, âgée de seulement 14 ans, élue par le ciel. Nian Jun accomplit un renversement stupéfiant, tenant le sceau dans ses mains. Debout sur la tour de la ville de Jiangsu, regardant l'armée prosternée en contrebas, son corps tremblait encore. Tout lui semblait un rêve. Je lui dis calmement, ce n'est pas la réussite. C'est seulement le début d'un jeu vraiment cruel. Nian Jun prit une profonde inspiration, son regard passa de la confusion à la détermination. Transmettez mon ordre, ouvrez les greniers, distribuez les grains. Le système bureaucratique laissé par Dong Xuran devint immédiatement un obstacle. Les anciens ministres, menés par Zheng Yue, s'agenouillèrent devant le palais. Princesse, réfléchissez-y. Les grains sont la base de l'armée et de l'État. Les disperser ainsi, si Cao Meng vient attaquer, comment nous défendrons-nous? Nian Jun, ébranlé, me consulta. Ta seule raison est celle-ci. Celui qui permet au plus grand nombre de survivre a raison. Les grains ne sont pas pour les exhiber. Ils sont pour être utilisés. Rembourser les prêts de grains à la récolte d'automne, ceux qui sont incapables travailleront pour recevoir des secours. Cette mesure, non seulement apaisa le peuple, mais transforma d'innombrables réfugiés en main-d'œuvre utile, faisant d'une pierre 3 coups. Les vieux ministres agenouillés devant le palais restèrent figés. Zheng Yue réalisa qu'il avait sous-estimé cette jeune fille. Les acclamations du peuple submergèrent toutes les voix d'opposition. Après la mort de Dong Xuran, pour se tourner sans hésiter vers Nian Jun. Son réseau de renseignements devint les yeux et les oreilles de Nian Jun, afin de découvrir que Zheng Yue entretenait des relations étroites avec le plus grand clan du Jiangnan, la famille Lu. Il voulait voir si ce lapin que je suis avait vraiment des crocs. Les crocs du tigre servent à briser la gorge de l'ennemi. Il faut frapper à mort. 3 jours plus tard, le convoi de grains escorté par Cuifan fut attaqué par des brigands de montagne.
Les grains furent brûlés. Les gardes subirent de lourdes pertes. C'était une déclaration de guerre ouverte. Tout le monde savait que c'était l'œuvre de Zheng Yue et des grandes familles. Pourtant, Zheng Yue, d'un ton hypocrite, demanda à partir en campagne contre les brigands. Moi, votre officier, je vous prie de me confier 3000 soldats. Je ramènerai les bandits, les offrant à la princesse comme trophée. Il voulait profiter de l'occasion pour s'emparer du commandement militaire. C'était une impasse. Tous attendaient la décision de Nianjin. L'accepter, c'était perdre le pouvoir militaire, la refuser, c'était ne pouvoir rendre de compte. Nianjin releva elle-même Kuifan, qui s'était prosterné pour se disculper. Je ferai payer 100 fois au rat le sang de mes frères. Son regard était aussi tranchant qu'une lame de glace. Parcourant Zheng Yue. Je demande aussi, ordonna TL avec un délai impératif. Couvre-feu général en ville. En 3 jours, je veux voir Luboyan agenouillé ici. Princesse, c'est impossible. Sans preuve, vous risquez de glacer le cœur des hommes. Moi, je suis la preuve. Les champs aussi sont la preuve. Pendant les 3 jours suivants, Jiangsu était en état d'alerte, chaque souffle effrayant. Les services de broderie de Weiyao, tels des flots noirs. La ville de Jiangsu est pleine de rumeurs alarmantes, le bureau des broderies de Weiyao déferle comme une marée noire. Appartenant à chaque recoin, ces 3 jours-ci, Nianjin s'est enfermé dans son bureau. Je lui ai raconté l'histoire du premier empereur enterrant vivant 40 000 soldats vaincus, et celle de l'empereur Guanggu éliminant tous les seigneurs de la guerre en 10 ans. Pour lui faire comprendre le caractère impitoyable du pouvoir. Ce sont bien les soldats privés de la famille Lu qui ont attaqué le convoi de ravitaillement, et Zheng Yue s'est également rendu. Il a fourni des informations sur les armes. Les aveux ne suffisent pas, ce que je veux, c'est une preuve irréfutable qui fasse taire tout le monde. Elle a demandé à Weiyao de jouer une comédie pour elle. Le 4e jour, à l'aube, la cloche d'alarme a sonné. Zheng Yue, qui discutait avec sa nouvelle épouse d'un coup d'État, apprit le massacre de toute la famille Lu. Zheng Yue réalisa immédiatement qu'il était tombé dans un piège, mais avant même d'avoir pu réagir. Weiyao avait déjà encerclé le manoir du général, l'accusant de collusion avec la famille Lu pour assassiner et faire taire les témoins. Weiyao présenta également les fausses lettres secrètes et les énormes trésors saisis dans la demeure de Zheng Yue, solidifiant ainsi son accusation. Au bureau médical de Xui. Et sous l'attaque conjointe des gardes de la ville de Qifan, Zheng Yue et ses fidèles furent rapidement anéantis. Leurs têtes furent exposées sur les remparts. Cette nuit sanglante terrorisa toute la province de Jiangsu. Les grandes familles aristocratiques restèrent silencieuses comme des cigales en hiver. Les soldats de l'armée de Pinyan n'eurent plus aucune velléité. Nianjin, par le sang des Lu et de Zheng Yue, prouva que ce lapin n'avait pas seulement des crocs acérés, mais savait aussi dévorer. Je sais. Suis-je effrayante? L'empereur et le paysan, lorsqu'ils font ce qui est juste, se demandent-ils s'ils sont effrayants? Je lui ai dit, à partir du moment où tu as pris cette place. Tu ne peux plus juger avec la morale des gens ordinaires. Toute faiblesse pourrait entraîner un désastre bien plus grand. J'ai déroulé devant son esprit les innombrables tragédies de l'histoire causées par la clémence féminine des empereurs, pour lui faire comprendre la nécessité du sang-froid impitoyable. Les barbares du Nord, apprenant ce qui s'était passé au Jiangnan, ne mobilisèrent pas immédiatement leurs troupes, mais envoyèrent l'un de leurs stratèges les plus importants, Xinqing. Je connais cet homme, Xinqing. Ancien premier aux examens impériaux, éloquent, c'était un adversaire redoutable. Xinqing venait avec de mauvaises intentions, son but n'était pas la guerre, mais de briser le moral. Elle venait percer à jour le mythe de la princesse mandatée par le ciel. Xinqing poursuivait la voie du roi. C'est précisément la brèche que nous pouvons exploiter. Qu'est-ce que le mandat du ciel? Ta manière de gouverner n'a aucune légitimité. Maître, vous êtes rempli de grands principes, alors laissez-moi vous demander. Qu'est-ce qu'être humain? Sous l'ancien système, les esclaves n'étaient pas considérés comme des humains. Voilà ce que vous appelez les règles morales. Cet ordre est bâti sur les larmes et le sang d'innombrables personnes. Nianjin ne répondit pas directement, mais demanda en retour, qu'est-ce qu'être humain? Et par une série de parallélismes. Elle révéla la cruelle réalité selon laquelle, sous l'ancien système, les esclaves n'étaient pas vus comme des humains. Elle souligna que les fameuses règles et l'ordre étaient édifiés sur les larmes et le sang d'innombrables personnes. Un tel ordre, il valait mieux s'en passer. Cette reconnaissance qui venait du fond de l'âme me replongea dans la perplexité quant à son identité. Ces paroles frappèrent directement le cœur de Xinqing. Elle s'attendait à des sophismes, mais entendit des propos si profonds sur la voix du roi. Xinqing resta figé un long moment, puis, sincèrement, s'inclina profondément devant Nianjin. Votre disciple a reçu votre enseignement. Lors du banquet ce soir-là, Nianjin mentionna comme par hasard Go Fangxiao, le stratège de confiance du chef des barbares, et souligna l'existence d'une divergence de ligne entre Xinqing et Go Fangxiao, entre la voix du roi et la voix du hégémon. Le talent de Go Fangxiao n'est pas inférieur à celui de Maître Xin, seulement, sa voix du hégémon, avide de résultats rapides, n'est peut-être pas une bénédiction pour le peuple du Nord. Ces paroles perçantes, tel un serpent venimeux, s'insinuèrent dans le cœur de Xinqing, car c'était précisément sa plus grande préoccupation. Elle leva sa coupe et garda le silence. Voyant que le moment était venu, Nianjin n'insista pas, mais offrit du verre. Du papier neige expédié au nord avec des chevaux, et de la porcelaine fine. Elle proposa d'échanger chaque année 100 000 rouleaux de papier et 100 000 pièces de porcelaine contre 500 000 charges de grains sous le contrôle du chef des barbares. Cet immense intérêt
rendit Xingqing incapable de refuser. Elle conseilla en outre au chef d'utiliser une partie des profits pour apaiser les Qiang à l'ouest. Xingqing sentit qu'en face d'elle ne se tenait pas une jeune fille, mais un démon qui calculait tout sous le ciel. Maillon après maillon, elle l'empêchait de réfléchir. Elle savait qu'en acceptant ce cadeau, la relation d'ennemi ou d'allié avec le Jiannian ne pourrait plus jamais être clarifiée. Finalement, elle ne put que dire amèrement. Il faut que je fasse mon rapport à mon seigneur. Finalement, le chef des barbares déchira l'accord et mena personnellement 300 000 soldats vers le sud. Une guerre décisive pour le destin du royaume commença. À la bataille de rencontre au gué de Huilin. Notre marine fut vaincue, subissant de lourdes pertes. La nouvelle de la défaite plongea Jiangsu dans la panique. Les anciens généraux menés par Lian se levèrent pour prôner la reddition. Nianjin écarta toutes les opinions divergentes et déclara froidement, ce n'est pas une déroute. C'est une manœuvre d'attraction en profondeur que j'ai ordonnée. Elle mit en place une tactique d'épuisement par temporisation. Que personne n'ose parler de reddition. Exécution immédiate. Bien que l'armée de Chaos soit puissante, elle est déjà en proie à des épidémies et à des difficultés climatiques. Bourbier de rébellion. Les approvisionnements sont d'abord perturbés par Shense, et les forces principales sont retardées par le climat. La guerre est dans une impasse. Go Fangxiao propose à Cao Cao un plan, capturer le chef pour vaincre les rebelles. Le plan est de vaincre l'armée de Nian de l'intérieur de la ville de Jiangsu, en utilisant une guerre économique et une guerre de rumeurs. Une guerre invisible a déjà commencé. Le prix du riz à Jiangsu monte en flèche. La population panique, et des rumeurs selon lesquelles l'armée de Nian s'apprêterait à fuir apparaissent également dans l'armée. Face aux troubles internes et externes, l'armée de Nian secoue la tête et déclare qu'il est trop tard pour confisquer les marchands de grains maintenant. L'armée de Nian ordonne à Pei Wen d'afficher un avis annonçant que dans 3 jours, le gouvernement vendra du grain à 30% du prix standard. Distribution illimitée de grains. Cette action fait ricaner les marchands de grains accapareurs, qui pensent que c'est un suicide. Le prix à 30% ne tiendra même pas 3 jours, mais cela donne aussi de l'espoir au peuple. Lui-même, il m'emmène avec lui s'installer dans le grand camp de Qifan, à la périphérie de la ville. L'endroit le plus dangereux et le plus sûr, et il lui confie un plan. 3 jours plus tard, le grenier de Champing ne s'ouvre toujours pas, et soudain, la nouvelle se répand dans la ville que la princesse Nian a été assassinée dans le camp militaire hors de la ville, et on ignore si elle est vivante ou morte. L'espoir du peuple se transforme instantanément en désespoir. Quant à Lian et autres rebelles ainsi qu'aux marchands de grains, ils exultent intérieurement et passent immédiatement à l'action. Lian, sous prétexte de purger les mauvais conseillers, déclenche un coup d'état militaire, tandis que les marchands de grains vendent le grain à 10 fois le prix. La princesse est morte, pourquoi ne vous rendez-vous pas rapidement? Suivez-moi pour accueillir l'armée du seigneur Cao. La ville de Jiangsu est en plein chaos, au moment où Lian mène ses troupes jusqu'à la porte du tribunal. La porte s'ouvre lentement, et l'armée de Nian sort indemne, le faisant paraître comme un fantôme. Le grand camp de Qifan et Shense, grièvement blessés du camp principal, mènent des troupes d'élite qui attaquent par derrière les rebelles. Les grains confisqués remplissent exactement le grenier de Champing. Après avoir acheté du grain à prix modéré, la population atteint un sommet de soutien pour l'armée de Nian. Ils crient « Vive la princesse !» Une immense crise intérieure est habilement résolue par elle. « Pierre, tu m'aideras toujours, n'est-ce pas? Je te mènerai au sommet, même si c'est au bout de la solitude. » La nouvelle de la répression de la rébellion à Jiangsu parvient au camp de Cao. Go Fangxiao réalise que le complot est inefficace, alors il propose un plan, décidé d'une bataille décisive avec notre marine sur la ligne de blocus. Shense, avec la famille en main, Jiangsu sera certainement brisé. Shense est extrêmement tourmenté. Tenant un sachet parfumé, il demande pardon à l'armée de Nian et s'apprête à dégainer son épée pour se suicider. Princesse, ne décevez pas la confiance de tous. Je n'ai que la mort pour vous remercier. L'armée de Nian le réconforte, Cao Cao nous a lui-même apporté une épée qui peut lui transpercer le cœur. La lame la plus tranchante. Sur la ligne de blocus, l'armée de Cao est liée par des chaînes de fer. Shense mène la flotte dans une charge désespérée. Shense, si ce n'est pas maintenant, quand te retourneras-tu? Au moment du contact imminent. Les navires de la première ligne se rebellent soudainement et percutent leur propre vaisseau amiral. Ils sont en pleine confusion. Cependant, ces navires rebelles sont en réalité des brûlots déjà enduits d'huile de poisson et de soufre. Ils se précipitent sans hésitation dans la formation navale de Cao, impossible à fuir. Le grand incendie embrasse tout le fleuve Yangtze. La cavalerie de l'Ouest et les flèches incendiaires des deux rives arrivent également en même temps. Toute l'armée, écoutez l'ordre. Suivez-moi, chargez. Ce sont des brûlots. Les 300 000 soldats de Cao sont anéantis en un instant. Cao Cao fuit misérablement vers la rive nord. Grande victoire du blocus. Le nom de l'armée de Nian ébranle le monde. Toute la ville de Jiangsu est en effervescence. Les gens affluent dans les rues. Acclamations et célébrations, mais l'armée de Nian s'enferme dans son bureau et sort une tablette spirituelle. Elle est gravée des noms de la mère, de la femme et des enfants de Shense. En fait, avant le départ de Shense, Wei Yao avait déjà sauvé sa famille, mais pour rendre la ruse de la chair meurtrie plus réaliste, ils ne l'ont pas dit à Shense. La famille est déjà sauvée, mais si on ne le cache pas à Shense, le stratagème ne sera pas crédible. Pierre, utilisez ce que le général Zhang a de plus précieux pour obtenir la victoire. Quelle est la différence entre moi et les empereurs que je méprise? Je ne lui réponds pas par de grands principes.
Mais je lui raconte l'histoire d'il y a 300 ans, où un grand général a tué son propre fils de ses mains pour tromper l'ennemi. Je le lui dis. Je lui dis que la voie de l'empereur est en soi une route solitaire qui exige de renoncer à l'humanité. Tu dois l'endurer, car ce que tu as choisi, c'est le destin de millions de personnes dans le monde. L'armée de Nian reste longtemps silencieuse, puis essuie les larmes au coin de ses yeux. Son regard retrouve le calme digne d'un souverain, et son intérieur grandit à nouveau. La défaite désastreuse du blocus affaiblit considérablement Cao Cao, les seigneurs du Nord et les Qiang de l'Ouest. Profitant du désordre, elle n'a plus la force de s'attrister. Le monde a formé le Kaoma du Nord. L'armée Nian du Jiangnan et Liuzang du Shu occidental, l'ébauche d'un triumvirat. L'armée Nian profite de la période de paix. Pour mener des réformes à plus grande échelle dans le Jiangnan, elle crée des académies, promeut la fabrication du papier et l'imprimerie, faisant en sorte que le savoir ne soit plus le privilège des nobles. Laissez passer, je veux voir. Elle promulgue aussi un décret. Libère tous les esclaves, interdit le commerce des êtres humains. Mon Dieu. Merci. Cette mesure touche aux intérêts fondamentaux des grandes familles, provoquant une énorme réaction. D'innombrables grands lettrés et savants commencent à l'attaquer avec l'opinion publique et la morale. Contraire aux traditions ancestrales. Violer les coutumes des ancêtres. C'est un signe de ruine du pays. Le réseau de renseignement de Weiyao obtient des informations de commerçants côtiers, au-delà de la mer du Sud. Il y a des navires noirs insubmersibles et des tubes de fer crachant du tonnerre et du feu. En entendant cela, mon cœur s'alourdit, semant l'inquiétude pour l'avenir. Face à l'énorme pression de l'opinion publique, même Pei Wen vacille. Mademoiselle, offenser toutes les forces du pays n'est pas une décision sage. Trop audacieux. Je veux seulement être un souverain qui permet à plus de gens de vivre comme des êtres humains. Les anciens principes, je vais les renverser. Elle ordonne. Organiser à Jiangsu un débat public sans précédent. Le thème est: les humains naissent-ils égaux ou naissent-ils avec des distinctions de rang? Ceux avec qui vous allez débattre sur scène sont tous des lettrés célèbres de Jiangsu. La plateforme de débat est encore en construction. Doit-on commencer aujourd'hui? On dit que oui. Tous les habitants de la ville sont venus, monsieur. Pourquoi se disputent-ils? Ne dis pas n'importe quoi. Sous la plateforme, la foule est immense. Sous le nom de l'école pratique dirigée par le grand confucéen Guyanxi, Pei Wen et Nian Jun sont désignés pour débattre. Le rapport de force est inégal. Le lettré adverse attaque en premier: abolir l'esclavage, c'est détruire les relations humaines. Princesse, savez-vous que votre crime est immense? Votre Altesse, votre action ébranle les fondations du royaume. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Nian Jun ne se justifie pas directement. Il déclare avec force: les principes et l'ordre qui reposent sur la privation du statut d'être humain à autrui, autant les abandonner. Il expose, à travers une série de réalités sanglantes, la cruelle vérité que sous l'esclavage, les esclaves ne sont pas traités comme des humains. Furieux, Guyanxi entre lui-même en scène et demande, après l'abolition de l'esclavage: comment ces esclaves illettrés et sans compétence vont-ils subsister? Ils sont analphabètes. Sans aucune compétence. Une fois privés de la protection de leur maître, ils ne deviendront que des brigands. Est-ce là le monde que la princesse souhaite voir? Nian Jun rit. Il appelle l'ancien esclave des chevaux libérés, Zhang Tianyu, et l'esclave domestique Kuiwa. Ils sont désormais directeurs d'une filature et peintres brodeurs. Il montre à tous que ces anciens esclaves, de leurs propres mains, créent des richesses pour le Jiangnan. Il les a libérés et a fondé des usines. Établit des académies, leur permettant de gagner leur dignité par le travail. Ils créent des richesses de leurs mains. Gagnent leur dignité. Voilà mon royaume. La vision du monde de Guyanxi est complètement bouleversée. Les principes dont il était si fier s'effondrent face aux faits. Il crache du sang sur place. Et meurt. Le débat se termine de cette manière tragique et héroïque. Les nouvelles politiques de Nian Jun sont mises en œuvre avec une vigueur sans précédent. Un nouveau Jiangnan prend forme. Chaque mouvement. Chaque geste. À ce moment, Liuzang du Shu occidental lance soudainement une armée. Attaque la ville clé de Hanzhong à l'arrière de Kaoma. La structure du monde est bouleversée en une nuit. Face à l'émissaire de Kaoma, qui demande de l'aide pour lèvres mortes, dents froides et l'attrait de la cession de Yuenan, Nian Jun est confronté à un choix difficile. Après une nuit de réflexion approfondie, il prend une décision qui surprend tout le monde: ne pas secourir Cao. Ne pas attaquer Shu, mais prendre Nanyang. Il souligne. Prendre Nanyang équivaut à enfoncer un coin entre Cao et Liu, reprenant ainsi l'initiative sur l'échiquier du monde. Le coup de maître de Nian Jun le fait passer d'un seigneur replié dans le Jiangnan à la quatrième force capable de rivaliser pour l'Empire. Sous les murs de Hanzhong, Kaoma utilise une perfide ruse de désinformation, fabriquant une lettre secrète entre Nian Jun et le lettré Zhang Song du Shu, et envoie sa tête à Liu Zhang. Liu Zhang, méfiant, voit la preuve irréfutable, et entre dans une colère noire, convaincu d'avoir été joué. Sacré Nian Jun. Comment ose-t-il conspirer dans mon dos? Nian Jun se tient sur la tour de la ville de Wan, se rappelant l'endroit où tout a commencé. Pour la première fois, il doute de lui-même. Pierre, suis-je devenu moins aimable? Je lui ai dit qu'un souverain doit seulement être craint et vénéré, cela a renforcé sa détermination sur sa voie. Et l'a rendu plus solitaire. La guerre a duré 2 années entières, réduisant les plaines centrales en cendres. Nian Jun a ressenti pour la première fois l'impuissance de la guerre, son cœur rongé par une immense fatigue. Elle m'a demandé pourquoi se battre. Je lui ai dit que c'était pour mettre fin à la guerre, et que la seule façon d'y parvenir était de gagner à tout prix.
À partir de ce jour, son regard devint froid et calme. Elle commença à employer tous les moyens, organiser des assassins, briser les digues pour noyer cette armée. Il approuva même la proposition de Pei Wen d'utiliser les prisonniers comme nourriture pour l'armée. Le dernier vestige de tendresse en elle mourut complètement. Elle devint un souverain impitoyable, alors que les trois factions s'apprêtaient à monter sur le trône. Offrit à Niang Jun et Liu Zhan une occasion en or. Tous les généraux prônaient une expédition immédiate vers le nord. Liu Zhan manqua l'occasion. Nous devons partir vers le nord immédiatement, s'exclama Cui Fan avec ardeur en demandant à combattre. Mais Niang Jun prit une décision surprenante. Toute l'armée se retire, abandonne Nanyang, utilise les plaines centrales comme appât pour attirer Liu Zhan en profondeur. Il montra à tous la lettre secrète que Liu Zhan avait écrite à son fils, l'Empire est déjà entre nos mains, père et fils. Révélant ainsi sa véritable intention. Il utilisa toutes les plaines centrales comme appât pour que Liu Zhan engage toutes ses forces dans le nord. Pendant ce temps, il accumulait ses forces en attendant le coup fatal. Cette patience et cette détermination dépassaient les attributs d'un simple souverain. C'était la véritable stratégie d'un empereur. Liu Zhan mordit à l'hameçon, menant personnellement ses 300 000 soldats vers le nord. Quant à Niang Jun, elle passa l'année suivante à accomplir 3 grandes choses. Elle restaure et repose ses forces. Et, grâce aux connaissances que je lui ai fournies, elle développa une version améliorée de l'arbalète à répétition et une poudre noire d'une puissance redoutable. Elle voulait recruter le roi pirate Sun Shangxiang de la mer de l'Est pour obtenir sa flotte. Niang Jun accueillit Sun Shangxiang sur le quai. L'autre, vêtu d'une tenue de combat, une longue épée à la ceinture, affichait une ambition indomptable. Sun Shangxiang la dévisagea de haut en bas. Son regard était plein de défis. Niang Jun ne se fâcha pas, mais l'emmena visiter le camp militaire. Lui montra la puissance de l'arbalète à répétition, capable de neutraliser une troupe à plus de 100 pas, veux-tu essayer? Bien sûr. Puis Niang Jun lui montra la terreur du tonnerre céleste. Un seul coup fit exploser un vieux navire en 2 morceaux. Cela impressionna profondément Sun Shangxiang et ses pirates. Sun Shangxiang, subjugué par cette force qui bouleversait son époque, accepta l'alliance. Mais elle posa une condition, être traitée comme une égale de Niang Jun, une alliée et non une sujette. Moi, Sun Shangxiang. Je n'appartiens à personne. Niang Jun, de façon surprenante, accepta avec empressement. D'accord. Désormais, nous nous appellerons sœurs. Et elle lui remit son sceau personnel. Lui confiant le commandement de toutes les forces navales et le pouvoir sur le commerce maritime. La confiance de Niang Jun conquit complètement Sun Shangxiang. Cette reine pirate promit de nettoyer le fleuve Yangtze en 3 mois. Devenant la plus puissante alliée de Niang Jun. Pendant l'année qui suivit, Niang Jun accumula frénétiquement ses forces. Quant à Liu Zhan, qui menait sa campagne dans le nord, sa domination brutale le plongea dans une mer de résistance populaire. Go Fangxiao choisit de rester fidèle à la terre du Nord. Trahissant Liu Zhan, il offrit à Niang Jun une carte complète du déploiement des forces du Nord. Comme gage de sa loyauté, je consacre tout mon savoir à votre service, je serai votre général. Niang Jun jugea le moment venu. Forte d'une puissance capable d'écraser toute machination, elle donna l'ordre de l'attaque générale. La flotte de Sun Shangxiang entra dans le fleuve jaune par la mer, utilisant les tonnerres célestes pour détruire les lignes d'approvisionnement de Liu Zhan. L'armée de terre menée par Cui Fan fonça au cœur des plaines centrales. Simultanément, Go Fangxiao déclencha une révolte dans le nord. En une nuit, Liu Zhan fut assiégé de toutes parts, acculé. Désespéré, Liu Zhan rassembla ses 100 000 soldats d'élite pour une bataille décisive à Guandu contre Cui Fan. L'armée du Shu, dos au mur, déploya une combativité surprenante. Au moment crucial, Niang Jun mena personnellement 5000 cavaliers équipés d'arbalètes à répétition. Apparaissant sur le flanc arrière de l'armée du Shu, elle brisa complètement celle-ci par un coup dévastateur. Liu Zhan, désespéré, chargea seul vers Niang Jun, mais fut transpercé à la gorge par une flèche de Wei Yao. Ainsi s'acheva l'histoire d'un héros de son époque. Niang Jun entra dans Luoyang, accueilli par les prosternations de tous les fonctionnaires du Nord, y compris Go Fangxiao. Mais elle déclara ne pas accepter leur reddition. Elle demanda seulement à Go Fangxiao s'il voulait rester. Pour l'aider à gouverner cette terre. Go Fangxiao et les autres se prosternèrent, jurant de servir jusqu'à la mort. Le Nord fut ainsi pacifié. L'Empire était à peine stabilisé. Gouverner les immenses différences entre le Nord et le Sud devint un nouveau défi. Lors d'une audience, Go Fangxiao présenta cette stratégie pour pacifier le Nord, prônant un compromis avec les clans du Nord. Les généraux du Sud, comme Cui Fan, s'y opposèrent fermement. Le débat entre factions Nord et Sud s'enflamma à la cour. Niang Jun enfila des vêtements de toile et parcourut les rues délabrées de Luoyang. Grande sœur, pour toi, une petite fille de 7 ans, lui donna la moitié de son unique galette. Cette scène lui rappela celle qu'elle était autrefois. De retour au bureau du gouvernement, elle approuva les 7 stratégies de Go Fangxiao. Mais elle y ajouta ces 3 conditions. Premièrement, abolir la capitation, taxée selon les terres cultivées. 2. Les terres incultes sans propriétaire, distribuées au peuple. 3. L'achat et la vente d'êtres humains, passibles de la même peine que la rébellion. Ces 3 articles. De manière douce, cela ébranle fondamentalement les bases des grandes familles, c'est la voie royale pour gagner le cœur du peuple. Ainsi, le Nord et le Sud fusionnent dans les cœurs. Après plusieurs années de reconstruction, le monde retrouve sa vitalité.
Nianjun utilise la guerre économique et culturelle, sans verser de sang, pour démanteler la résistance de l'Ouest. Les généraux estiment que la subsistance du peuple se stabilisera d'elle-même après l'ouverture de la ville. Nianjun finit par unifier pacifiquement le monde. Au palais de Luoyang, lors de la cérémonie d'intronisation, les dignitaires et nobles sont présents, mais Nianjun lève au-dessus du trône. Il prononce des paroles qui bouleversent l'histoire, il n'y a plus de mandat du ciel sous le ciel. Seulement la vie fondée sur les hommes. Il déclare qu'il n'y a plus d'empereur, seulement un gardien du monde pour un mandat de 10 ans. Je ne dois absolument pas retourner en cachette dans la ville, mais Nianjun dit. Puisque les anciennes règles ont fait couler le sang des terres pendant 100 ans, c'est aujourd'hui qu'il établit une nouvelle règle, créer un ministère de la Défense. Un conseil des affaires d'État, un conseil de surveillance, séparation des 3 pouvoirs. Le pouvoir impérial n'est pas la propriété privée d'une seule famille, le monde. Le monde appartient au peuple du monde. Face à des successeurs ordinaires, c'est la peur ultime des êtres pervers. Nianjun répond, il faut 10 ans, avec tout le monde. Pour établir une loi fondamentale supérieure à tous, la charte. C'est cette jeune fille qui a jeté elle-même la couronne à terre qui ouvre la porte d'un nouveau monde. Une mystérieuse flotte noire, composée de navires marchands armés, apparaît à l'horizon de la mer de Chine méridionale. Sur les voiles, un étrange emblème en spirale bloque la route maritime de la soie. On apporte une lettre. Un défi écrit dans une langue incompréhensible, signé Gébu, apportant un choc de civilisation sans précédent. Sun Shangxiang mène personnellement la flotte d'élite la plus puissante du Jiangnan pour affronter l'ennemi. Une bande de fous des mers qui ignorent la mort, je vais vous renvoyer chez vous en faisant sauter vos navires. 2 semaines plus tard. La nouvelle est un mauvais présage, ce ne sont pas des navires, ce sont des forteresses d'acier mobiles. Nos tirs d'artillerie ne font que les chatouiller. Tout le monde tombe dans un silence de mort. Les généraux comme Kifan ne peuvent comprendre cette force dépassant leur époque. La puissance ennemie est perçue par les ignorants comme une punition des dieux de la mer. Nianjun ne reste pas dans le Jiangnan pour réprimer. Il transporte le cercueil de Sun Shangxiang et les épaves des navires à Luoyang pour des funérailles nationales de la plus haute dignité. Il ne faut absolument pas quitter le Jiangnan maintenant. Si tu pars, le Jiangnan sera en proie au chaos. Le peuple n'aura plus d'abri. Justement parce que le chaos menace, il faut partir. Aller au centre du monde montrer sa détermination. Il veut opposer à la panique qui balaie le pays. Un pari risqué sur le cœur du peuple. Quand l'escorte de Nianjun, accompagnant le cercueil entre dans Luoyang, il est accueilli par des millions de gens du nord silencieux. Devant le temple ancestral, Nianjun, vêtu de blanc de deuil, tient personnellement le cordon du cercueil. Sans dormir, sans se reposer, sans boire ni manger, il se tient debout à côté du cercueil pendant 3 jours entiers. Il utilise cette méthode primitive pour montrer à tous sa douleur et son refus de reculer. Les regards du peuple passent du doute à la compassion. L'opinion publique change subtilement. Les gens commencent à partager la haine et à condamner les atrocités des pirates. Unissant l'esprit national. Derrière les funérailles, Wei Yao et Go Fangxiao forment un atelier temporaire, étudiant secrètement les épaves et les armes. Go Fangxiao, malade, dirige personnellement les travaux, découvre que le métal ennemi est bien supérieur à l'acier le plus dur, et la puissance explosive de sa poudre noire est plus de 10 fois celle du tonnerre céleste. Ce que l'ennemi possède n'est pas une technologie, mais une. Vous pouvez nous offrir au moins 100 ans de technologie. Alors que tout le monde est à court d'idées, Sun Shangxiang, dans le coma depuis près d'1 mois, accomplit miraculeusement le chemin qui aurait pris 100 ans. Il veut fonder personnellement une flotte capable de naviguer jusqu'au bout du monde. Et envoyer les meilleurs talents apprendre leur alchimie, leur construction navale et leur artillerie. Puis leur dire, à leur manière, que cette terre a ses propres maîtres. Face aux doutes des ministres sur ce pari risqué, Nianjun répond fermement, ce n'est pas un pari, c'est notre seule voie de salut. Je rassemble dans ma mémoire tous les fragments de connaissances dépassant notre époque, comme la méthode de l'acier au haut fourneau, l'application du coq, les proportions chimiques de base, les principes de géométrie et de physique, etc. sont tous contribués par Nianjun. Ces connaissances deviendront la quille du navire de la future flotte, les voiles et la boussole, la base de la remontée de la civilisation. Nianjun donna à cette flotte, prête à appareiller, le nom d'Espoir. 10 ans plus tard, Nianjun et le premier officiel virent leur mandat expirer. Le nouveau protecteur du monde fut élu par l'Assemblée nationale. C'était un jeune homme issu d'une famille paysanne. La flotte Espoir était revenue 3 ans auparavant. Bien que les pertes fussent lourdes, elle rapporta des centaines de caisses de livres, de plants et de graines. Go Fangxiao mourut de maladie, laissant l'art de Ziying. Fan, prudent, quitta l'armée et retourna à la terre. Devenu instructeur dans une académie militaire, le bureau des inspecteurs de Wei Yao devint l'épée suspendue au-dessus de la tête de tous les fonctionnaires. En 10 ans, il punit d'innombrables fonctionnaires corrompus et établit l'autorité de l'état de droit. Sun Shangxiang, après être devenue marchande, mena une flotte plus grande en haute mer, devenant celle qui pratiquait un commerce équitable. La reine de l'Orient, elle entretint une profonde amitié avec Nianjun. 3 ans auparavant. Nianjun, après avoir remis toutes les affaires gouvernementales, m'emmena dans un long et puissant voyage, pour revenir véritablement à son cœur d'origine. Pei Wen allait aussi prendre sa retraite. Il prévoyait de retourner dans sa ville natale, Wancheng, pour y ouvrir une école privée. Pour raconter l'histoire de la petite mendiante et de la pierre qui parle. Il était une fois une petite mendiante qui rencontra une pierre qui parle.
Dans la montagne des livres, la diligence est le chemin. La mer de la connaissance est infinie, l'effort en est la barque. Au sommet du montagne, Nianjun, face au vent violent. Contemplant le magnifique paysage, me demanda doucement, Pierre. Dis-moi, avons-nous réussi? Je ne répondis pas par des mots, mais je pris la dernière scène que j'avais vécue en plus de 300 ans. La dernière scène que j'avais vue, et la plus belle, je la gravai au plus profond de mon âme. Ce n'étaient ni les exploits des empereurs et généraux, ni la grandeur des changements de dynastie. Je rejetais l'ancienne vision de l'histoire. Mais plutôt, sur cette vaste terre, dans chaque recoin le plus ordinaire, ces lumières qui s'allumaient. Chaleureuses, paisibles, pleines d'espoir. Les lumières de 10 000 foyers. Je pense que c'est peut-être ce que moi, cette pierre froide. Je peux rechercher de mieux. Pérennité et prospérité éternelle. Mission accomplie. Ma conscience commença à revenir. Il y a 5 ans que je suis de retour dans ce monde. J'avais accompli ma mission, mon âme retrouva sa place, et mon corps avait encore l'air d'avoir un peu plus de 20 ans. Mais parfois, lors des retours de rêve à minuit, je redeviens ce jade froid. Je peux sentir sa température éternelle. J'entends ses murmures nocturnes, je le vois debout sur la tour de la ville, mais dans ses yeux, il n'y a que la même solitude que la mienne. Je referme le livre que je tiens, intitulé Chronique des dynasties. Le ciel dehors était déjà complètement sombre. J'ai encore lu ce nom, Nianjun. Les annales disent qu'il est le fondateur légendaire qui mit fin à 100 ans de chaos et créa le système de garde du monde. Comment une mendiante illettrée a-t-elle pu accomplir un exploit aussi retentissant? Ils appellent cela un miracle de l'histoire. Seulement je sais que ce n'était pas du tout un miracle. C'était une âme solitaire venue d'une conscience. Et une vie humble luttant dans les ténèbres, après leur rencontre, allumèrent un feu de prairie. Une voix timide interrompit mes pensées. Je levai la tête et vis une fille debout à côté de la table. Elle tenait dans ses bras une pile épaisse de livres. « Bonjour, excusez-moi. Est-ce que cette place est prise ?» Mon cœur fit un bond soudain. « Personne. Asseyez-vous. » Ma voix était un peu rauque. La fille, soulagée comme si on lui avait accordé une grâce, posa ses livres sur la table, s'assit avec précaution et m'adressa un sourire reconnaissant. Elle sortit de son sac un sachet en plastique contenant un chuibing froid aux légumes et à la viande. Elle le mangeait par petites bouchées, le dégustant avec une grande attention, comme si c'était la chose la plus délicieuse du monde. Mon regard ne pouvait se détacher d'elle. Glou-glou. Le ventre de la fille gronda mal à propos. Elle s'arrêta, gênée. « Désolé, mon temps de travail d'aujourd'hui a été trop long. J'ai juste pensé à ce dernier à prix réduit. » Elle baissa la tête et, d'une voix aussi faible qu'un moustique, murmura une phrase que je pensais ne plus jamais entendre. Si seulement je pouvais goûter tous les chuibings du monde entier. Mon souffle s'arrêta brusquement. 300 ans de lances et de chevaux de fer, les discours enflammés dans la salle du trône suprême, les lumières des 10 000 foyers au sommet du montagne. Tout cela, à cet instant, fut ramené à l'origine par cette phrase. Ce n'était pas une réincarnation. Pas une vie future. C'était avant tout commencement. La fille devant moi était celle qui allait traverser le temps et l'espace. Ajun, qui me rencontrerait dans le tunnel. Ses os provenaient de ma voix, et la voix de ma traversée était en fait destinée à protéger ses os. Ainsi, c'était toi qui devais venir me voir, c'est pourquoi je suis allé là-bas pour t'attendre. Je me levai lentement, marchai jusqu'au distributeur automatique, introduisis une pièce et appuyai sur le bouton. Puis je suis retourné à la table avec une boîte de repas fumante et une bouteille de lait tiède, que j'ai déposée doucement devant la fille. Il ôta ses lunettes, dévoilant des yeux doux, comme prêts à déborder d'eau. Ayant traversé 1000 ans, franchi la vie et la mort, l'espace et le temps, je m'appelle Chian. Désormais, tous les pains du monde seront à satiété. La fille resta figée, regardant cet homme. À la fois étranger et étrangement familier, contemplant dans ses yeux profonds une tendresse et une mélancolie qu'elle ne comprenait pas. Son cœur rata un battement sans raison. Il toucha instinctivement le cordon rouge autour de son cou, au bout duquel pendait un galet grisâtre, le plus ordinaire qui soit, qu'il avait ramassé enfant au bord de la rivière, et qu'il gardait depuis pour sa beauté. Dehors, les lumières de la fête s'allumaient, les milliers de lampes des foyers brillaient.